je suis rendu à un âge où sincèrement, je n'ai plus trop le choix. Je peux pas. C'est un luxe, le fait de trier, de réfléchir à ce que j'aime ou à ce que ça pourrait donner. Pour moi, c'est un luxe. Là, je passe le temps, on a des responsabilités. Choisis un truc qui est bien. Et puis dis-moi, je vais aller faire. Moi, j'ai un emploi dans mon pays et je suis à l'aise avec ça. Il faut vraiment qu'il y ait une chose qui soit assez significative pour toi, pour prendre la décision que je vais partir. Parce que ça peut vraiment ne pas bien marcher. Ça peut ne pas bien marcher. Et il faut éviter d'avoir les regrets dans la vie. Il faut trouver toujours le moyen de pouvoir dire, OK, j'ai pris la décision, je l'assume. C'est une opportunité, le Canada. Il y a beaucoup de possibilités ici. Il faut être très flexible pour pouvoir saisir ces possibilités-là. Mais prendre la décision de partir, c'est une décision qui est très personnelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Impact, le podcast qui met en valeur les parcours inspirants des immigrants au Canada. Aujourd'hui, nous allons recevoir Martial, qui est un immigrant au Canada, avec un parcours assez particulier. Je vous promets que ça va être une interview quand même assez enrichissante, donc je vous invite à rester vraiment accroché jusqu'à la fin. Martial est dans un domaine qui attire beaucoup de personnes, qui a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de personnes. On va parler d'argent, on va parler de finances, on va parler de comptabilité, on va parler du Cameroun, du Canada, de plein de choses en lien avec tout cet univers-là. Donc, je vous invite à rester connecté et on va accueillir Martial. Bonjour Martial. Bonjour Ted. Bienvenue dans Impact. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager mon expérience avec les abonnés. Ce sera certainement une belle expérience. C'est sûr que ce sera une belle expérience. En tout cas, pour moi, c'est déjà une belle expérience juste de te parler. Donc, c'est ça, le podcast aujourd'hui se déroule vraiment en 3 étapes. Dans la première partie, on va parler beaucoup plus de toi. Donc, l'idée, c'est de te présenter, de dire qui tu es, dans le fond, de parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait avant, en termes, on va dire, plus études, profession. Dans la deuxième partie, l'idée, ça serait que tu insistes un petit peu plus sur ton domaine d'expertise, que tu dises concrètement ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi les perspectives. C'est très vaste. Je n'ai pas une liste de questions préparées par rapport à ça. Je suis sûr que tu maîtrises ça plus que moi, donc je veux que tu élabores vraiment à ce niveau. Si tu as une activité aussi, ça serait bien de parler de ton activité, de ce que tu fais, ce que tu offres comme service pour les personnes. Et finalement, dans la dernière partie de l'interview, c'est des questions, on va dire, un petit peu plus de réflexion générique. C'est plus des questions en lien avec la situation économique actuelle, avec les décisions personnelles que les gens peuvent prendre à X ou Y moment de leur vie. C'est ça un peu le but. Donc, si tu es correct, on peut commencer. Oh oui, je suis bien correct. Okay. J'aimerais juste faire une petite précision. Je sais que tantôt, tu parlais de conseils financiers et autres. Je ne suis pas un conseiller financier. Okay. Je n'ai pas nécessairement les permis, les autorisations qu'ils prennent pour faire des conseils financiers. Peut-être qu'il pourrait arriver que durant l'interview, qu'on parle des finances, mais je donne juste un point pour dire que ce ne serait pas des conseils financiers. Fait que si quelqu'un a besoin d'un conseil financier, ce serait bien qu'il aille voir un conseiller financier autorisé. Mais c'est bien parce que moi non plus, je ne sais même pas c'est quoi la différence entre conseiller financier, analyste financier, comptable. Pour vrai, je sais vraiment pas ce que c'est. Oui. Et je suis chanceux de t'avoir justement parce que je pense qu'avec la discussion qu'on aura, peut-être que d'ici la fin de l'interview, ce sera un petit peu plus clair pour moi ou pour les gens qui parlent. Je sais pas, tant qu'à y être. Bon, est-ce que tu peux juste te présenter? Donc, si je devrais me présenter, je m'appelle Martial Chio, comme tu l'as bien dit au début. Et je suis camerounais. Ça fait 10 ans que je vis au Canada. Avant de venir ici, j'ai étudié au Cameroun. J'ai une maîtrise en économie bancaire au Cameroun. J'ai aussi eu le privilège de faire la prestigieuse Institut international des assurances au Cameroun. J'ai travaillé pendant 5 ans au Cameroun dans une compagnie d'assurance qui faisait partie quand même des leaders du secteur de l'assurance où j'ai occupé des postes de responsabilité qui m'ont permis de pouvoir développer mon expérience assez rapidement. Et donc, à un moment donné, j'ai juste pensé qu'il fallait que je me cherche d'autres opportunités. Le Canada s'est présenté et j'ai saisi l'opportunité. Fait que je suis ici depuis 2014. 2014. C'est super. Ça fait beaucoup de temps. C'est drôle parce que
cette notion de beaucoup de temps là, c'est très relatif. Il y a des gens qui sont là depuis 50 ans. Quand je parle, ils disent, j'avais rencontré un papa chinois qui était mon proprio. OK. En réalité, il me disait qu'il arrivait au Canada il y a 55 ans. Oh. C'est incroyable. Je n'avais jamais entendu ça. Ouais, mais tu sais, je pense qu'on est d'un pays où il y a vraiment des gens qui viennent d'un peu de partout. Il y a des gens qui ont une plus longue expérience ici, qui ont vécu plus de temps ici. Il y en a qui ont moins vécu, il y en a qui veulent venir. C'est ce mixage-là qui fait la beauté de où est-ce qu'on est. Ouais. Donc. Et généralement, dans les réflexions que je me fais, qu'on pourra peut-être aborder plus tard, je réfléchis beaucoup sur la question de génération, de générationnel. Et le papa en question, lui, il était rendu justement à 3 générations. Parce qu'il y avait lui, il avait ses enfants et ses petits-enfants qui sont tous au Canada. Et lui, il est arrivé il y a 55 ans. Il est chanceux. Et il a toute sa famille qui s'est bâtie au Canada. Revenons à ton histoire, Martial. Tu as parlé de économie bancaire et ensuite d'aller à l'Institut des assurances au Cameroun, qui est une école prestigieuse, avant d'aller en entreprise. Mais je vais dire, est-ce que la transition vers le monde de l'entreprise s'est faite après ta maîtrise en économie bancaire? Comment s'est fait un petit peu la transition, en fait? Juste pour comprendre un peu cet univers-là. Je dirais que je suis quelqu'un de très, très occupé. D'abord, j'ai fait l'Institut des assurances en même temps que j'étudiais à l'université aussi. Fait que j'ai fait les 2 diplômes en même temps. Et lorsque j'ai terminé mes études en assurance, je l'ai terminé une année avant ma maîtrise. Fait que j'ai eu 1 an de recherche d'emploi comme n'importe qui. Fait que j'appelais ça mon 1 an de chômage normal que tout le monde devrait pouvoir avoir le temps de chercher du travail et profiter même de la vie d'une autre façon. Fait que la transition a été plus ou moins compliquée pour moi. Et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Je parlerai du réseautage. Mais j'ai fait 1 an. Mettons, j'ai fait 1 an de la période que je termine l'école à la période où je commence un vrai emploi valorisant pour moi. Et c'est l'emploi dans lequel je suis resté pour toute l'expérience professionnelle que j'ai eue au Cameroun. Ok, je comprends. Maintenant, j'ai juste une question de curiosité pour comprendre. L'économie bancaire et les assurances, est-ce que c'est des domaines qui sont liés? Est-ce que c'est des domaines qui sont séparés? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, je vais faire l'économie bancaire, mais je vais quand même faire les assurances? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est finalement, dans l'emploi que tu occupes, est-ce que c'est un emploi qui est plus en lien avec le côté bancaire ou le côté assurance ou une combinaison des deux? Tu veux dire l'emploi que j'occupais? Là-bas. Okay. Là-bas. Économie bancaire, en fait, quand j'allais à l'université, je me voyais travailler dans une banque, être un employé de banque. C'est la raison pour laquelle je suis allé étudier en économie bancaire. Par contre, le secteur financier inclut aussi les compagnies d'assurance qui sont considérées comme des investisseurs institutionnels parce que les assureurs, ils collectent l'argent du monde un peu comme les banques qu'ils vont investir. Donc, aller avoir ce petit bout-là, ça me rendait un peu complet pour être capable de pouvoir me trouver un chemin dans le monde de l'emploi. Mais honnêtement, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui était prévu, que je savais que je vais faire économie, après je vais faire assurance. On avance dans la vie, les opportunités se présentent, on voit des choses, on se lance et c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que c'est pas un chemin que je m'étais prévu. Non, j'ai eu l'opportunité de me présenter au concours. J'ai réussi le concours. J'étais à l'université aussi. Je l'ai fait en même temps et j'ai fait les 2. C'est incroyable. En fait, moi, j'en parle souvent même dans mes vidéos. Moi, j'ai fait les filières scientifiques. Après, je suis allé directement dans le domaine d'ingénierie. C'est quasiment à la fin de mon parcours ingénieur que j'ai découvert le domaine des affaires, on va dire, entre guillemets. Et que j'ai réalisé à quel point ça peut être passionnant comme domaine, en fait. Donc, je suis assez curieux de comprendre toute cette petite machinerie-là. Et c'est drôle parce que j'avais jamais vraiment compris c'était quoi. Je sais que les assurances prennent de l'argent, les banques traitent de l'argent, mais le lien entre les deux, j'avais jamais réussi à le clarifier comme tu viens d'expliquer là. Donc, je pense que c'est quand même assez pertinent. Donc là, tu nous as parlé de ton emploi au Cameroun avec des postes à responsabilité dans lesquels tu as évolué pendant 5 ans avant de transiter vers le Canada. Mais c'est parce que ton environnement de travail au Cameroun, c'était quoi tes responsabilités? C'était quoi ton rôle dans le travail au quotidien? Comme je dis, je travaillais dans une compagnie d'assurance. Mon rôle, c'était de souscrire des polices d'assurance. Donc, j'étais comme le responsable d'un département de courtage pour une compagnie d'assurance dans lequel, au jour le jour, je m'assurais de développer déjà les affaires
de par les courtiers en assurance, Mhm. et de souscrire les polices d'assurance. Ok. Fait que je souscris les polices d'assurance pour les entreprises. La plupart des grandes entreprises au Cameroun passent par des courtiers. On a 2 gros courtiers internationaux d'assurance Ok. au Cameroun. Fait que eux, ils ont la plupart des grosses entreprises au Cameroun. Et donc, dans les compagnies d'assurance, il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables d'aller prospecter ces grands courtiers-là pour chercher les polices d'assurance de ces grandes entreprises pour être client de la compagnie. Mhm. Fait que j'étais employé de la compagnie et j'allais chercher les clients auprès de ces courtiers-là. Je souscrivais les polices d'assurance et je m'assurais aussi de la gestion de ces polices d'assurance au fil du temps. Ok. Quand on parle de gestion, c'est que il y a des changements dans les polices d'assurance, fait qu'il faut aller intégrer les changements qui font aggraver souvent le risque ou bien réduire le risque. C'est si on parle d'une police d'assurance maladie, il y a des nouveaux employés qui sont recrutés qu'il faut ajouter dans les polices d'assurance. Il faut analyser les risques, il faut gérer même le portefeuille, il faut faire le suivi, le développement du portefeuille. Bref, c'était un peu ça mes responsabilités. Et, fait que je l'ai fait pendant à peu près 4 ans et je dirais que ça a été vraiment une expérience très, 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 très enrichissante pour moi. Ok. Peut-être que je peux citer la compagnie si... Mais il n'y a pas de danger de confidentialité. On est vraiment très ouvert. Ben, C'est- je ne vais certainement pas parler de quoi que ce soit qui touche la confidentialité, mais la Ok. compagnie, c'était la SA Assurance. Et C'est peut-être que très je ne l'ai populaire. jamais eu l'occasion de le dire, mais je dirais que c'est une compagnie qui donne quand même pas mal l'opportunité aux jeunes diplômés de pouvoir tu sais, commencer leur emploi et d'occuper des postes de responsabilité quand même qui permettent d'avoir un certain niveau de développer un certain niveau de professionnalisme. Ouais. Donc, je dirais qu'en très peu de temps, j'ai pu quand même tu sais, rentrer dans le monde des affaires, le monde de l'emploi. Et j'ai pu développer des compétences professionnelles qui ont, jusqu'à aujourd'hui, qui continuent de m'aider dans ma carrière. Ok, je comprends. Je vais juste peut-être poser une question pour clarifier. C'est juste pour que tu expliques à la personne la plus profonde possible. C'est quoi un courtier en assurance? Je sais que ça peut paraître évident, mais moi, je sais que ça m'a pris du temps pour le comprendre. Au Québec, par exemple, on a des courtiers hypothécaires, on a des courtiers immobiliers, on a des courtiers en assurance. Le terme courtier, d'ailleurs, je pense que c'est ici que je l'ai découvert. OK. Donc, je pense que pour beaucoup de personnes, ça se peut que ce ne soit pas un terme qui soit très, très compliqué. OK, ben, je peux l'expliquer. En fait, un courtier, de façon générale, c'est une personne qui travaille pour son client. Donc, il va chercher des opportunités pour son client. Ok. Fait qu'en assurance, un courtier en assurance, c'est une personne ou une personne physique ou une entreprise, une personne morale qui va chercher des opportunités, c'est-à-dire les meilleures propositions d'assurance pour ses clients. Ok. Fait que si je prends un exemple, ton entreprise a besoin de souscrire des polices d'assurance pour n'importe quoi. Ça peut être ta responsabilité civile, ça peut être tes employés, ça peut être n'importe quoi. Je te dis, ben, je n'ai pas vraiment la connaissance de tout le secteur de l'assurance. Je vais me faire accompagner par quelqu'un qui a une meilleure connaissance du secteur des produits et des compagnies qui offrent ces produits. Fait que tu vas te chercher un courtier en assurance. Lui, il va te dire, OK, voilà ton besoin. Je vais te conseiller des compagnies qui peuvent répondre à ce besoin. Et en fonction des réponses de ces compagnies-là, vous allez analyser pour choisir la meilleure pour toi. Fait que lui, il travaille pour le client. Ok. Qui serait toi dans le cas d'espèce. Ok, je comprends. Moi, je n'étais pas courtier. Ok. Je n'étais pas courtier, mais dans la compagnie d'assurance, j'étais la personne qui s'occupait de ces courtiers. Fait que lorsque le courtier a des clients, il vient me voir pour dire, ben, regarde, j'ai tel client qui veut une police d'assurance. Est-ce que tu peux me faire une proposition? Fait que c'était ça. Je comprends. C'est du développement d'affaires. Exactement. Ok. Super, merci Marcel. C'est très clair. Maintenant, ça a l'air que c'était très bien là-bas, ça rassurant, ça se passait super bien. Pourquoi tu te lèves un matin et tu te dis je vais aller au Canada? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce que tu as fait te dire à un moment donné? Ben, je vais laisser ça et puis je vais partir. Ben, ça se passait bien, ça se passait pas bien. Tu sais, c'est un peu comme sucré-salé. Je ne peux pas le dire que c'était bien, c'était pas bien, mais je sais que j'ai eu beaucoup de cette compagnie d'assurance. Le déclic vient du fait que je me rends compte que dans le secteur d'assurance, tu sais, à chaque fois quand tu évolues dans ta carrière, tu essayes de voir, tu sais, de faire une analyse du marché et de voir
où est-ce que les gens sont rendus après 10, 15, 20 ans d'expérience. Ok. C'est quoi les opportunités que ce marché peut t'offrir. C'est qu'après 10 ans, où est-ce que je te situe? Et donc, j'ai pu prendre le temps de faire cette analyse-là et je me suis rendu compte que très tôt dans ma carrière, je suis monté assez vite. Et donc, je trouvais que je devrais me sentir un peu complet assez rapidement. Donc, je cherchais des opportunités qui vont me permettre de pouvoir continuer d'exploiter mon potentiel, d'avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités de carrière. Donc, c'est essentiellement ça qui me fait prendre la décision d'essayer autre chose. Et le Canada, vraiment, c'était un excellent choix pour ça. Parce que je venais avec tout ce que ça prenait pour pouvoir me jeter dans le bassin d'opportunités qui, éventuellement, pourrait s'offrir à moi. C'est bien parce que tu insistes sur les éventuellement. J'aime ça. Parce que c'est très subjectif, dépendamment comment tu te positionnes. Ça peut être très bon comme là, tu l'as vraiment pris le mot. C'est vraiment ce que je voulais que ça apparaisse. Parce que, on croit souvent toujours que ce sera tout beau, tout rose. Non, c'est pas toujours le cas. Souvent, ça prend beaucoup plus. Et souvent, on est désillusionné de ce qu'on pensait qu'on devrait pouvoir rencontrer. Dis-nous en plus. Comment ça s'est passé au Canada? Comment ça s'est passé ton arrivée? Comment ça s'est passé? On va surtout insister sur les aspects académiques, professionnels. Comment ça s'est passé justement? Tu as quitté le Cameroun avec un bon poste dans une bonne compagnie. Tu arrives au Canada. Comment ça se passe quand tu arrives au point de vue emploi? Je dirais quand même que avant d'arriver à l'emploi, je dirais que moi, j'étais très, très forgé dans mon moral, que je savais que ça peut bien comme ça peut ne pas bien se passer. Mais j'étais sûr que je devais donner le meilleur de moi pour que les choses marchent. Quand je suis arrivé, première journée, je suis arrivé en pleine tempête. On était en 2015, une grosse tempête le jour où j'arrive ici. Donc, ça commence là. Mais ça ne m'a vraiment pas démoralisé du tout, pas du tout. Parce que je savais que si ça arrive et que les gens continuent de vivre, pourquoi pas moi? Je vais vivre. Mais quand j'arrive, j'étais quand même pas mal sûr de moi parce que au Cameroun, j'avais commencé des démarches déjà à contacter des gens par les réseaux sociaux, parler avec, savoir un peu comment le domaine de l'assurance dans lequel j'exerce, comment est-ce que ça se fait. Il y a eu une bonne idée quand même. Mais quand j'arrive ici, les premiers mois, je commence à postuler. Et j'avais pas mal d'entrevues. Je passais des entrevues à gauche, je passais des entrevues à droite. J'en ai fait beaucoup d'entrevues dans les compagnies d'assurance, mais ça ne marchait pas. J'en ai fait vraiment beaucoup. Ça ne marchait pas. C'était pour quel poste? Quel type de poste? Courtier en assurance, souscripteur en assurance, agent en assurance. C'est ça. C'est les postes que je postulais. Parce que c'est des postes qui se calquaient un peu plus à ce que je faisais au Cameroun. Et je comprenais qu'en fait, à regarder mon CV, il est bon. Parce que je passais des entrevues. Mais je ne parvenais pas à avoir un poste. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. À côté de ça, il fallait bien vivre. Il fallait vivre au jour le jour. Donc, il fallait faire un emploi. Première désillusion, mon premier emploi. Mon premier emploi, c'était dans une manufacture. Fait que je suis allé d'une société de placement de personnel qui m'a référé chez un de leurs clients. Très tôt le matin, ça commençait genre 7 h du matin, il fallait se lever en plein hiver et aller, c'était la manufacture. Donc, il fallait porter des cartons de bière, les charger, redistribuer les cartons de bière. En fait, c'est une chaîne de production. Et à chaque jour, le personnel rotait parce que ce n'est pas nécessairement le genre d'emploi que les gens veulent faire. Il y a beaucoup de mouvements de personnel. Donc, quand j'arrive là-bas, je me rends compte que, il y a du monde, mais il y a beaucoup de gens de notre communauté. Je dis, on va voir, on va faire ce qu'il y a à faire. Premier matin, j'arrive, j'étais un cadre au Cameroun. J'arrive le matin, première journée de travail, je rencontre un jeune, je pense il faisait un travail en même temps qu'il étudiait. Il me dit, ça va? Je dis, mais je n'ai pas répondu. En fait, moi, dans la tête, c'est au Cameroun, ça ne se dit pas. Tu ne dis pas à ton grand frère que ça va. Moi, je n'ai même pas répondu. J'ai juste passé ma route. Et j'ai commencé le travail, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais c'est plus tard dans l'intégration que, en fait, plus tu rencontres des gens et plus ça se dit moins dans notre communauté. C'est plus tu rencontres des gens d'autres communautés
que je te rends compte, en fait, ici, ben, le ça va, ça veut dire comment ça va. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas Ça, il y a pas d'âge. C'est Il n'y a ça. pas d'ordre dans le... Qui peut Ça, dire. c'est des petits chocs de culture. C'est des petits Ouais. chocs de culture qui peuvent arriver et qui te font croire que ben, ça te déstabilise un peu. Mhm. Bref, j'ai travaillé dans cette entreprise-là pendant à peu près 4-5 mois. Mhm. Et j'avoue que ce n'était Ouais. pas facile. C'est Ce n'était pas facile. Ouais. Surtout qu'en même temps, je faisais des entrevues, je continuais de faire des entrevues. Ouais. J'en avais des entrevues et ça ne marchait pas. Mhm. Je dirais que j'ai pratiquement fait le tour des compagnies d'assurance d'entrevue. À un moment donné, je Ouais, tu les connaissais déjà toutes. connaissais il y a toutes. Je connaissais il y a toutes. Et honnêtement, à un moment, ça devient difficile parce que tu envoies ton CV, après tu investis tes noms. Ouais, finalement. Tu investis tes noms, tu renvoies le même CV, tu retombes sur la même personne avec qui tu es tombé. Elle dit, ben, il me semble qu'on s'est y a parlé. Dès que tu dis oui, on s'est y a parlé, tu dis non, il faut au moins 6 mois pour qu'on puisse se reparler. Donc on arrête juste là. Fait que je m'étais refermé sur... Mon système se refermait carrément sur moi. Fait que ça devenait vraiment autre chose là. Donc, à cette étape-là, j'avais pris des inscriptions aussi. Ça, c'est même en quittant le Cameroun, j'avais pris des inscriptions parce que quand je quittais le Cameroun, travaillant dans une compagnie d'assurance, je prévoyais que je vais venir étudier en actuariat. Okay. Ça, c'était mon plan. Fait que je me suis inscrit, j'ai réseauté beaucoup pour savoir c'était les écoles d'actuariat. C'était quoi les écoles d'actuariat qu'on avait au Québec, l'Université Laval, l'UQAM, l'Université de Montréal. J'en ai rencontré beaucoup de gens à qui j'ai parlé de mon projet. C'était toutes des personnes intéressantes qui m'ont conseillé et qui m'ont essayé de m'orienter sur c'est quoi les choses qu'il a fait et qu'il n'a pas fait. Finalement, rendu en septembre, j'ai décidé d'aller à l'école. D'aller dans le programme d'actuariat de l'Université Laval, l'école d'actuariat. Et donc, j'ai fait le programme pendant... j'ai fait une session. J'ai fait une session du programme. Et c'était intense. C'était vraiment, vraiment intense. Je pense que je n'étais pas psychologiquement assez stable déjà pour pouvoir m'engager parce qu'il y avait beaucoup de questions que j'avais encore dans la tête qui n'étaient pas réglées. Et aussi... Le programme, c'est un programme de mathématiques. Fait que du matin au soir, tu manges juste des mathématiques. C'est juste ça que tu fais toute la journée. Or, ça faisait à peu près quoi 7-10 ans que je n'étais pas intensément rentré dans les mathématiques. Je dirais en partant que j'ai un bac C. Bac du Cameroun. Ouais, scientifique. C'est ça. Donc, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré autant dans les mathématiques. Durant cette session-là, je me suis vraiment remis en question. Je n'étais pas capable de travailler. Parce qu'il fallait vraiment que je travaille fort. Je devais travailler comme peut-être 5 fois plus que les autres pour pouvoir m'en sortir. Il y avait tellement de notions qu'il fallait faire des rappels. Je ne pouvais pas travailler. C'était très, très intense à l'école. Je me suis demandé si c'est vraiment ça que je veux endurer sur les 3 prochaines années. Sachant que ce programme-là, ce n'est pas un programme qui se fait juste sur 3 ans. Lorsque tu finis ton baccalauréat en actuariat ici, qui est l'équivalent de la licence dans le système francophone, c'est juste le début. Il y a des examens d'actuariat que tu vas faire qui sont encore à peu près 10 examens qui sont 2 fois même plus difficiles que l'école. Je me dis, c'est impossible. Je ne pense pas que je vais pouvoir avancer avec ça. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pris la décision assez rapidement de décider que non, je vais arrêter le programme d'actuariat. Et comme je suis très prévoyant, j'avais déjà prévu depuis le début, il y a d'autres inscriptions ailleurs qui étaient en cours. Fait quand je suis allé dans le programme d'actuariat, j'ai reporté l'admission dans les autres affaires. Ok. Donc tu n'as pas juste cancellé. Oui, c'est ça, j'ai reporté. Donc j'avais déjà trotté puisque je cherchais dans plusieurs domaines et je pense que c'est l'un des problèmes, je ne vais pas dire c'est un problème, c'est l'une des contraintes qu'on a lorsqu'on arrive ici, surtout lorsqu'on a fait l'université en Afrique. On est ouvert dans un monde de possibilités et on ne sait plus où est-ce qu'on va aller. Exactement. Il y a tellement de directions possibles. Il y a des directions intéressantes. Toutes les directions sont intéressantes. On peut vraiment tout faire. Dépendamment du profil, tu es admis presque à tout et c'est là que le problème se pose. Tu ne sais plus quoi faire. Donc moi, dans mon cas, j'ai essayé. Je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas faire l'actuariat. J'ai arrêté. Et j'ai réactivé mon deuxième plan. Ok. Mais je vais juste une question pour clarifier. Quand tu as décidé d'aller faire de l'actuariat, est-ce que c'était parce que tu venais du domaine de l'assurance et que pour toi, c'était un cheminement logique? Mais qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu voulais... Parce que dans ce que tu as fait comme courtier,
Pas comme courtier, comme responsable, justement. C'était Oui, pas précisément de l'actuariat. oui. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu vas quand même aller faire de l'actuariat? Oui, ben, ce qui m'a fait penser à l'actuariat, c'est que, comme je dis, j'ai occupé des postes de responsabilité dans les compagnies d'assurance assez rapidement. Et dans ce domaine-là, en Afrique francophone, les commissaires, contrôleurs en assurance, c'est comme le summum. Ok, je comprends. Et la plupart d'entre eux étaient des actuaires ou bien des gens qui ont un bagage en mathématiques. Donc, c'est ça que je visualisais quand je disais tantôt que j'allais me chercher d'autres opportunités. C'est parce que je me disais que je peux faire quelque chose qui est beaucoup plus technique que ce que je suis en train de faire quand j'étais en entreprise. Donc, c'était ça que j'avais en tête. C'était ça mon plan A quand je quittais le Cameroun. Ouais. Je suis rentré, je l'ai essayé, je me suis rendu compte que, oui, c'est beau, mais la vie, c'est pas juste ce qu'on a dans le cœur. Mais écoute, Martial, je pense que c'est un dilemme mais je connais plein de personnes qui ont ce dilemme pareil. Oui. Moi, pareil. J'ai étudié j'ai fait du machine learning, j'ai fait de l'intelligence artificielle, des mathématiques vraiment très, très, très poussées. Ah oui. Mais je dirais que rapidement, je savais que c'était pas vraiment ce que je voulais, en fait. Je savais que je voulais être dans la stratégie. OK. Comme je te parle d'affaires, je savais que je voulais être dans les affaires. À la limite, on m'aurait orienté correctement. Ça se peut que j'aurais fait de la finance. Tu vois. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine des affaires, je me suis rendu compte que tout le bagage que j'ai déjà, c'est pas simple de le transiter dans le domaine des affaires. Parce que j'ai pas commencé à zéro dans le domaine des affaires. Si je veux progresser professionnellement parlant, la meilleure stratégie pour moi, c'est de rester très technique. OK. Si je veux évoluer stratégiquement parlant, je vais devoir recommencer ou bien baisser un petit peu avant de recommencer à grimper. Ouais. Et c'est très difficile parce que tu sais pas finalement si c'est la technique qui est bien, si c'est... Des fois, je te dis, oui, c'est dur, mais je vais forcer. C'est vraiment ça, en fait. C'est dur, mais je vais forcer. Tu te retrouves à lire des équations. J'en ai fait beaucoup. Ah ouais. À un moment donné, je me dis, non, il faut que je continue, il faut que je creuse, il faut que j'évolue. Mais je sais très bien que mon cerveau, ça marche pas, en fait. Accepter l'autre aussi, c'est pas aussi simple que ça. Mais peut-être que tu vas me donner le secret. Parce que tu as dit que tu avais plusieurs options que tu avais lancées. C'est justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ces options de revirement, de repositionnement là que tu avais? Ouais, mais comme je te disais tantôt, j'avais parlé avec beaucoup de gens. J'avais vraiment parlé avec beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens. Je suis allé en actuariat vraiment parce que ça, c'était mon choix de cœur. Okay. Parce que les gens m'avaient dit qu'en allant, il faut te préparer à ce que dans les 10 prochaines années, tu dois beaucoup, beaucoup travailler. Tu dois travailler très fort. Fait qu'à côté, j'avais cherché d'autres choses. Et je dirais même que ça, c'est l'une des choses qui est vraiment importante quand on immigre. C'est de toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C. Si le A ne marche pas, il faut être prêt à activer l'autre plan. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'activer l'autre. En même temps, il ne faut pas l'activer trop vite. Fait que c'est un équilibre que c'est chacun qui est capable de trouver comment est-ce qu'il va pouvoir savoir c'est quoi l'équilibre. Et donc, moi, j'avais des plans. Et j'ai activé l'autre plan. OK. C'est quoi l'autre plan? L'autre plan, c'est la comptabilité. Okay. L'autre plan, c'était ça la comptabilité. Fait quand j'ai arrêté la session d'automne 2014, la session d'hiver qui suivait, janvier 2015, j'ai commencé le programme de comptabilité direct. OK. Je sais que tu es CPA, mais juste pour clarifier, est-ce que tu as recommencé la comptabilité en première année pour faire ton parcours de CPA? Comment ça s'est passé pour que tu finisses par compléter ton programme au complet jusqu'à passer ton examen? Comment ça s'est déroulé? OK. Ça, c'est une très bonne question que tu poses parce que ici, s'il y a des gens qui étudient ou bien qui ont l'intention d'étudier en comptabilité, qui ont fait des études à l'extérieur, maintenant, ce que je vais dire maintenant, ils doivent vraiment écouter ça. Écoutez bien. Ouais, c'est ça, ils doivent écouter ça. Quand on vient de l'étranger avec des diplômes, on est étudiant en comptabilité, tu as une maîtrise en comptabilité, une licence en comptabilité, bref, tu es étudiant en comptabilité ailleurs. Quand tu arrives dans le système canadien, pour être CPA, tu dois avoir un baccalauréat en comptabilité ici, ce qui est l'équivalent d'une licence en comptabilité d'ici. Ouais. Une licence d'ici, je précise bien. Et maintenant, pour avoir la licence d'ici, on va évaluer ton parcours, le parcours que tu as fait à l'étranger. Pour dire, OK, dans ton parcours, on voit que tu as fait des cours de comptabilité, mais tu n'as pas la licence ou le baccalauréat d'ici. Okay. Donc, on va te donner
un certain nombre de cours que tu vas faire, qui sont des cours de premier cycle universitaire. Lorsque tu auras terminé ces cours de premier cycle universitaire, nous, on va te délivrer un diplôme qui sera comme l'équivalent du baccalauréat en comptabilité ici. Okay. Ou bien l'équivalent de la licence en comptabilité d'ici. Et avec cette licence en comptabilité-là, tu as 2 voies qui s'ouvrent à toi. Tu as la voie d'aller faire un deuxième cycle. Un deuxième cycle, c'est un 2SS. Un 2SS, diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité. Il y a plusieurs universités qui proposent ces diplômes-là. Ou alors, il y a un programme qui est organisé par l'Ordre des comptables ici, qui te permet de pouvoir suivre un cheminement qui n'est pas universitaire pour aller chercher le même équivalent du DESS en comptabilité. Lorsque vous avez choisi ce chemin-là, les 2 chemins, l'un ou l'autre, vous vous retrouvez tous à la fin de votre parcours. Il y a un examen final que vous allez passer. C'est un examen de 3 jours, l'examen de comptabilité de 3 jours. Vous réussissez le premier, le deuxième et le troisième jour. Enfin, vous allez faire l'examen de 3 jours. Lorsque vous l'avez réussi, excuse-moi, lorsque vous avez réussi à cet examen-là, là, vous pouvez démarrer une carrière en comptabilité. À ce moment-là, il faut valider 24 mois d'expérience professionnelle avec des tâches précises qui sont des tâches qui correspondent à votre niveau pour pouvoir, à la fin de ça, porter le titre d'expert comptable, de CPA. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui arrivent et qui ont souvent c'est des maîtrises en comptabilité, en économie et qui se posent toute la question est-ce que je vais devoir recommencer en première année, comment je fais pour être comptable. J'ai l'impression que c'est même quasiment plus facile que d'essayer d'être comptable, d'être expert comptable au Cameroun ou en Côte d'Ivoire parce que là c'est de ce que j'ai compris on est basé sur un système français et le découpage des années de l'expérience de travail ce n'est pas aussi fluide que ça. Des gens souvent essayent d'avoir des stages, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté parce qu'ils ont de la difficulté à trouver des stages parrainés, supportés par un expert comptable. Exactement. C'est très difficile. Mais ici, c'est un cheminement qui est quand même assez, intuitif pour les gens. Par rapport à l'Afrique, je dirais que c'est quand même assez clair. Moi, par exemple, quand j'étais au Cameroun, ça n'avait jamais été clair pour moi. C'est quoi les études qu'on fait pour être expert comptable. Le chemin n'est pas vraiment clair. Pas clair. Comment est-ce qu'on fait de bout en bout? C'est pas très clair. Ici, tu sais ce que tu as à faire. Si tu fais les efforts que ça prend, tu vas pouvoir y arriver. Maintenant, il faut faire ses efforts. Et durant le chemin, il faut créer sa voie. Ça, c'est ça. Donc, toi, dans ton cas, ce qui s'est passé, c'est que tu es reparti faire les équivalences et faire les études de premier cycle, comme tu as décrit, et tu as fait ton cheminement jusqu'au bout pour avoir ton titre d'expert comptable. Exactement. Donc, lorsque tu fais les équivalences du diplôme, tu le mentionnes très bien. Lorsque tu arrives avec ton diplôme, mettons ta maîtrise en comptabilité en Afrique, tu fais les équivalences de ton diplôme. À partir de ça, on te donne un nombre de cours. Moi, à l'époque, j'en avais eu 14 cours. Il y en a qui ont moins parce que je n'avais pas une maîtrise en comptabilité. Fait que ce n'est pas la comptabilité que j'avais fait à l'université. J'avais fait de l'économie. Et dedans, j'avais des cours de gestion, des cours de mathématiques, des cours généraux. Mais ici, j'ai eu 14 cours. À peu près 45 crédits à peu près. Oui, je pense, quelque chose comme ça. Que j'ai fait, on le fait dans un certificat. Fait que lorsqu'on va sur le site internet des universités, on va voir certificat, cheminement, CPA. Bref, c'est des certificats qui sont vraiment spécifiques aux gens qui ont déjà un background. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a un background en comptabilité. Quelqu'un qui est un ingénieur peut décider que non, maintenant je vais faire de la comptabilité. On va faire la même chose. Il va porter son diplôme d'ingénieur. On va faire l'évaluation. On va dire, dans ton diplôme d'ingénieur, on voit qu'il y a un peu de mathématiques, il y a un peu d'économie, il y a un peu de ceci, un peu de cela. On va dire, nous, on te donne 18 ou on te donne 20 cours, je ne sais pas trop. Il faut que tu le fasses pour avoir le bac en comptabilité d'ici. En tout cas, c'est intéressant de le mentionner parce que justement, les gens, quand ils arrivent, ils ne sont pas dans ce mindset-là, en fait. C'est peut-être culturel ou basé sur l'éducation qu'on a reçue. On est très dans des carrés dans lesquels on a été installé. C'est vrai. Moi, je suis dans le domaine des affaires et je ne vais jamais m'intéresser à autre chose que ça. Je ne vais jamais m'intéresser à l'ingénierie. Ici, c'est vraiment pas la même chose. C'est bien que les gens comprennent que mais quand on parle d'opportunités, c'est vraiment de ça qu'on est en train de parler, en fait. Tu vas facilement voir des ingénieurs qui vont aller faire du droit
Ben oui. après qui vont devenir avocats. Tu vas facilement voir des... Moi, j'ai rencontré des avocats là, qui retournent faire des études d'ingénieur. Récemment, je suis tombé justement sur le post LinkedIn d'une... Parce que j'étais en orthopédie aussi. OK. Une chirurgienne en orthopédie. Mhm. Fait elle a fait, tu sais à quel point c'est difficile de faire un parcours de médecine d'abord. Elle a fait son parcours de médecine au complet. Elle a terminé, elle a fait sa spécialisation en chirurgie orthopédique. Elle a travaillé pendant 5 ans. Et là, elle s'est dit, non, finalement, je vais être avocate. Et elle retourne s'inscrire à l'université pour devenir avocate. Mais ça se fait, c'est possible. C'est important que les gens comprennent ça. Et c'est bien, j'aime justement le fait que tu le mentionnes parce que beaucoup de personnes arrivent, ont des diplômes d'ingénieur dans des secteurs qui ne recrutent pas forcément ici Oui. et qui se disent qu'est-ce que je peux faire d'autre. Oui. Mais la comptabilité, par exemple. Ouais, par exemple. Sachant qu'il y a un canevas qui est quand Il y a même un assez canevas qui est tracé clair. pour pouvoir Qui est clair. évoluer dedans. C'est ça. Peut-être la petite précision que je ferai quand même de l'année 2014 versus tous les développements qu'il y a eu 2014 à aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué à l'époque. Tu sais, on voyait moins de gens, d'immigrants francophones venant de l'Afrique francophone qui ont fait ce parcours-là. Je dirais qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient fait ce parcours-là. Du coup, c'était aussi un peu difficile de pouvoir se positionner à trouver le stage. Tu sais, le stage de 24 mois que je parlais tantôt, c'est ça qui était le plus gros enjeu. Les gens ne parvenaient pas à trouver le stage. Et donc, les gens se disaient, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller me taper un bon 4 ans à l'université et après, j'ai la contrainte que je ne suis pas capable de trouver le stage et donc, je ne suis finalement pas capable de pouvoir obtenir ce que je veux. Fait que ça, c'est une contrainte. La deuxième chose aussi que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent parce qu'ils ont une maîtrise en comptabilité. Ils viennent vite s'inscrire dans une maîtrise ici en comptabilité. Ah oui. Ça ne change rien. Ouais, Fait que si tu quittes avec une maîtrise en comptabilité, tu viens t'inscrire ici à une maîtrise en comptabilité, tu vas faire ta maîtrise en comptabilité ici, tu vas finir, mais après, tu vas retourner faire l'équivalent du baccalauréat en comptabilité ici. Ouais. Fait que c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ouais, comme je dis, c'est paradoxal, mais quand tu y penses bien, c'est pas si paradoxal que ça finalement. Et je le dis souvent aux gens, de manière générale sur Internet, il faut comprendre que la formation, là où on apprend le métier, souvent c'est au baccalauréat qu'on apprend le métier. Ça, c'est vrai. Les formations de maîtrise, souvent c'est des formations de spécialisation. C'est vrai. Pour quand tu es déjà rendu à un certain niveau. J'ai plusieurs personnes qui arrivent et qui souvent, c'est l'exemple du droit, on fait des masters en droit, on fait des licences en droit. Et quand ils arrivent, ils disent « Ah non, mais moi, je vais juste aller faire une maîtrise en droit. Oui. » Mais la maîtrise en droit, le fait de faire une maîtrise en droit sur la propriété intellectuelle ne t'apporte rien. Si tu n'es pas capable d'exercer le droit de manière générale, ça, tu l'apprends au baccalauréat. Donc, c'est important que les gens comprennent que à la base, il faut que tu apprennes le métier d'abord avant de vouloir te spécialiser dans X ou Y. Donc, c'est un point qui mérite précision. Si on avance maintenant sur le côté professionnel, là, tu as fait ton parcours de comptabilité, tu as fini CPA. Comment ça s'est passé professionnellement parlant? Professionnellement parlant, je dirais que, comme je le mentionnais aujourd'hui, le réseautage, c'est vraiment important. On a passé toute l'étape que j'avais arrêté mon emploi en manufacture, je suis rentré à l'université, j'ai fait un bac en actuariat, j'ai fait une session en actuariat, après j'ai abandonné, je suis retourné pour faire la comptabilité. Moi, le but, c'était de pouvoir étudier en travaillant. Ok, je comprends. Parce qu'il fallait bien que je me prenne en charge. Quand je suis retourné, j'ai étudié à temps partiel, maintenant je travaille à temps plein. Là, j'étais rentré dans une compagnie d'assurance. Wow. Et je dirais que la compagnie d'assurance dans laquelle je suis rentré, c'est la seule compagnie que je n'avais pas appliquée dans toutes les autres que j'avais. Fait que c'est la seule. Je ne la connaissais même pas vraiment. Et donc, c'est un réseau qui m'a dit, mais tu sais, est-ce que tu as envoyé ton CV là-bas? Fait que j'ai été retenu en entrevue. Et je me suis rendu compte, parce que quand j'étais retenu à cette entrevue-là, c'était un speed jobbing qu'on avait fait, qu'ils avaient organisé. Fait qu'eux, ils avaient une façon de faire les entrevues un peu différente. Ils font un genre de fois, les gens viennent, ils rencontrent les gens, ils se parlent. Et après, avant d'aller là-bas, je suis allé rencontrer un professionnel des ressources humaines pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec tout ce qui y a passé. Et donc là, j'ai compris, en quelque sorte, c'était quoi les contraintes, c'était quoi le petit déclic qui manquait et qui m'avait empêché de pouvoir décrocher un poste. Et je le dirais peut-être que dans notre contexte francophone, on a une façon de parler qui est très lente. On parle lentement, on parle, le ton de la voix n'est pas assez fort. C'est pas confiant. C'est pas confiant. Et donc, dans le domaine de l'assurance, là, c'est des domaines dans lesquels tu dois rassurer les clients avec qui tu parles. Et quand il y a cette discordance dans le ton de la voix,
les gens n'ont pas l'impression qu'ils sont en train de recruter quelqu'un qui va être capable de pouvoir retenir les clients chez eux. Fait que lorsque j'ai su ça, prochaine entrevue, Ouais. et depuis cette période-là, Ouais, je n'ai plus à manquer. Parce que je savais maintenant c'est quoi qu'il y a à faire. Et donc, c'est parti. Ça me rappelle c'est une anecdote que je raconte souvent quand je suis arrivé au Canada, la première fois. Mais je venais de la France parce que j'ai fait une maîtrise en France. J'ai terminé ma maîtrise en France. Je suis venu au Canada directement après. Et on a grandi dans la mentalité où, en général, il faut être humble, il faut être modeste, il faut se cacher à la limite. Parce que quand tu vivre heureux, c'est vivre caché. Tu as peur de te mettre à découvert parce que tu as peur qu'on va te tuer. Si tu passes aujourd'hui, je passe à la télé, je suis pas sur YouTube. Si tu passes à la télé, on va te manger. Il y a tellement de choses comme ça. Fait que j'arrive, la première rencontre qu'on avait organisée dans le laboratoire de recherche dans lequel j'étais, on a fait un tour de table avec plein de personnes, des directeurs, et on demandait de se présenter. On a commencé par moi. Dans ma mentalité, j'ai simplement dit bonjour, je m'appelle Ted, et puis là, je viens d'arriver, je suis étudiant, je fais un doctorat. Je me suis arrêté là. Tous ceux qui se sont présentés après, les gens se sont présentés jusqu'à parler de leur chat. Oui, c'est un casting. En fait, c'est un casting. Les gens ils ont donné tellement. Non, moi, je suis passionné par ça depuis que j'ai tel âge. J'ai décidé d'aller faire ça parce que je voulais arriver à ci. Aujourd'hui, j'habite à tel endroit et je rêve de faire ça. J'étais impressionné. J'étais impressionné parce que je me suis rendu compte que c'est comme ça que la société est. Et très rapidement, un autre, c'est ce qui s'est aligné, accroché à ça immédiatement, c'est les concours et les compétitions. Il y a beaucoup de compétitions et de concours dans cette société. Au niveau universitaire, c'est concours de ça, bourse de ceci, compétition de ça, présentation de ceci. Et à chaque fois, il y a des prix à gagner. On pousse les gens à être confiants, à se démarquer, à se mettre en valeur. Parce que c'est comme ça que tu vas décrocher les opportunités. Je vais fermer la parenthèse et puis tu vas continuer, Martial. Mais je disais que quand j'étais étudiant en comptabilité, je travaillais en assurance. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans. 3 ans, oui, je pense. Le temps que je finisse mes cours, que je parlais tantôt, les cours pour avoir l'équivalent du baccalauréat en comptabilité. Je suis rentré même dans le 2SS. J'ai mis une petite pause à mon emploi parce que c'est très, très intense, il faut l'avouer. Je voulais dire le 2SS. Le 2SS, il est très, très intense. Et donc, durant cette période-là, j'ai mis en pause pendant un certain temps mon emploi pour me concentrer à mon 2SS. Et donc, pendant que j'étudiais, je visualisais déjà un peu c'est quoi l'avenir. J'essayais de chercher c'est quoi les pistes. Je savais que ce ne sera pas facile de trouver le stage de CPA. Donc, je cherchais les voies de contournement qui vont me permettre de pouvoir y arriver. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un domaine de la comptabilité qui n'était pas, où beaucoup de gens n'étaient pas nécessairement très, très, je sais pas si je vais dire intéressés, mais n'étaient pas très au courant. Les gens ne le voyaient pas encore en tant que tel. C'est le domaine de l'audit des technologies de l'information. Et donc, j'ai dit, OK, moi, je vais rentrer dedans. Fait que pendant que je faisais mon bac en comptabilité, disons-le comme ça, et mon 2SS, je me poussais à aller chercher une certification dans le domaine. Fait que, réussir les examens qui vont me permettre d'avoir la certification plus tard. Fait que j'ai appris ce domaine-là. Je l'ai appris. Et donc, lorsque je finis mon 2SS, ou bien lorsque j'étais proche de finir mon 2SS, j'avais déjà eu du temps pour réseauter. Réseauter dans ce domaine-là, connaître des gens, parler de moi. Tu sais, les gens savaient déjà que je suis là. Et donc, j'ai commencé à envoyer mon CV que, voilà, je vais terminer bientôt. Je suis à la recherche de mon stage. Ce stage, c'est un emploi. De mon stage de CPA, je suis spécialisé dans le domaine de l'audit des technologies de l'information. Et donc, sachant que c'est un domaine qui est quand même assez particulier pour les gens qui étudient en comptabilité. Et qui ont fait des affaires, c'est ça. C'est pas la connexion directe. Donc, ça m'a fait... ça a fait que de fil à aiguille, j'ai rencontré une autre personne, peut-être c'est l'occasion aussi de faire mention de lui, Loïc Tima, qui était CPA aussi. Et donc, c'est lui qui m'a donné des trucs et qui m'a permis, à partir de ses contacts aussi, de décrocher mon premier emploi en cabinet comptable. Fait que je suis rentré en cabinet comptable et je dirais que durant cette période-là, il y avait comme peut-être cette petite ouverture qui fait que les cabinets comptables
commençait à, tu sais, à voir des gens de la communauté. Et fait que c'est comme ça que ok, je suis, ouais, c'est ça. c'est comme ça que je suis rentré Ça là tendait aussi. les mains et puis ça connectait. Ça Oui, connectait, mais je pense ok. que c'était plus le réseau. Fait il y avait des gens qui étaient dedans. Maintenant, ils essayaient de trouver les moyens, tu sais, de parler des opportunités Oui. qu'ils peuvent avoir Mhm. à ceux qui sont aspirants. Mhm. Et donc, de fil à aiguille, ça fait que tu sais, je me suis retrouvé dedans. Donc, le réseautage, vraiment, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Mhm. Lorsque on aspire à quelque Ça, quelque chose, chose. c'est de chercher les gens qui font dans ce domaine-là, de poser beaucoup de questions, de rencontrer d'autres personnes, de bénéficier de leur expérience Mhm. et de se forger soi-même son opinion Ouais, son opinion. sur le chemin qu'on est en train de vouloir prendre. Mhm. Donc, c'est ça. J'ai travaillé dans la firme comptable, un Big Four. Mhm. Peut-être que je dis le nom, non. Mais j'ai travaillé là-bas pendant... On aime les noms, ouais. Ok, ben, j'ai été chez Deloitte, si tu veux le nom. Oui, J'ai été chez Deloitte pendant à peu près 3 ans. Mhm. Fait que j'ai aussi évolué. Et comme je disais tantôt, toutes les compétences que j'ai eues durant toutes les dernières années, c'était l'occasion pour moi, tu sais, de pouvoir tu sais, les appliquer. Mhm. Je n'avais pas encore eu à travailler dans le domaine de la comptabilité, en réalité. Fait que je rentrais aussi, en quelque sorte, dans le domaine de la comptabilité. C'était l'occasion pour moi de développer les comprends. compétences et tout. J'ai fait 3 ans là-bas. Après, lorsque j'ai eu mon titre de CPA, j'ai quitté. Mhm. Je suis allé en entreprise où j'ai été auditeur interne Ok. dans une société énergétique de gaz. J'ai pas duré là-bas. Mhm. J'ai pas duré dans la société énergétique. J'expliquerai ça un peu plus tard. Mais c'était vraiment important pour moi de pouvoir toucher ce domaine de l'audit interne. Mhm. Étant là-bas, j'ai eu l'opportunité de ma vie. Ok. Je vais revenir à mon expérience du Cameroun. Je disais tantôt, quand j'étais cadre au Cameroun, je me visualisais beaucoup comme actuaire. Je me visualisais comme actuaire parce que je miroitais être commissaire de contrôle Ok. des compagnies d'assurance. Mhm. Donc, je reviens maintenant. Lorsque j'étais auditeur interne, Mhm. c'est que j'ai eu une opportunité à l'autorité de marché financier ici. Fait que c'est venu vraiment me chercher sur Ok, la je raison pour laquelle j'avais décidé que je vais quitter, Ouais, que je vais quitter le Cameroun. Et donc, c'était un poste de surveillant des compagnies d'assurance. Fait que j'étais un expert en surveillance des compagnies d'assurance. Mhm. C'est l'équivalent des commissaires contrôleurs Ok. des assurances qu'on avait dans la ouais. CIMA en Afrique francophone. Mais l'avantage, c'était que je faisais en même temps des campagnes d'assurance, en même temps les institutions, d'autres institutions D'autres financières institutions qui ne sont pas financières. nécessairement Mhm. des compagnies d'assurance. Donc, je l'ai fait aussi. Cette Mhm. partie de ma carrière, c'était été très, 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 très enrichissante, cette partie de ma carrière. Jusqu'à ce que je me rende compte que, OK, mais là, j'ai quand même patrouillé. J'ai atteint... Un bon bagage. Ouais, tu as j'ai marché. atteint pas mal d'objectifs de où est-ce que je me visualisais. Mhm. Et petite parenthèse aussi, pendant que j'étais dans la compagnie énergétique, j'avais avec deux autres comptables, deux autres CPA, on avait parti un cabinet comptable. Ok. Fait qu'on le faisait à temps partiel Mhm. avec nos emplois à temps plein. Je l'avais arrêté parce que ça rentrait en conflit d'intérêt avec mon emploi Mhm. à l'autorité de marché financier. Fait que je l'avais arrêté. Ouais. Et fait que je suis sorti de l'entreprise. Mais quand j'ai passé mon expérience à l'autorité de marché financier, il y a une autre opportunité qui s'est présentée pour partir à un cabinet comptable. Mhm. Et donc, moi, j'essaie de me visualiser maintenant. Tantôt, tu parlais de quand tu évolues techniquement, à un moment donné, tu te demandes, est-ce que je veux continuer vraiment à être bon techniquement ou bien est-ce que je veux évoluer dans la gestion Mhm. et tout. Tu sais, j'étais un peu dans ce dilemme-là de dire, est-ce que je continue de pousser avec les postes plus, tu sais, monter en responsabilité dans les entreprises ou alors est-ce que je vais partir ma business? Ok. Ouais. Fait que, à cette étape-là, une opportunité s'est présentée avec mes autres personnes avec qui on est parti l'autre cabinet. Mhm. Fait qu'on s'est remis ensemble. On a dit, OK, ben voici une opportunité. Partons le cabinet ensemble. Fait qu'on a parti un cabinet comptable ensemble. Aujourd'hui, ça fait 1 an, je pense, ça fait 1 an jour pour jour, qu'on a parti un cabinet. Et donc, c'est ça qu'on fait maintenant au quotidien. Et je trouve que, en termes de satisfaction professionnelle,
c'est vraiment autre chose. C'est Ok. totalement autre chose d'être un employé versus au jour le jour. C'est toi qui vas développer ton travail. C'est toi qui vas définir ce que tu fais. Et aussi l'impact que ton travail a sur les gens. Quand tu es employé dans les entreprises, c'est très bien. Oui. C'est vraiment bien. Mais c'est pas quelque chose qui est direct sur les gens. Aujourd'hui, dans mon travail, c'est vraiment, je parle avec des gens de leurs choses, de leurs affaires. Je les aide sur qu'est-ce qu'ils ont à faire au quotidien pour rester conformes sur le plan de la présentation de leurs données financières, sur le plan de la fiscalité. C'est les aider à pouvoir tirer le plus profit de l'investissement qu'ils font dans leurs entreprises. Fait que j'essaye de naviguer dans les chiffres avec eux et essayer de planifier avec eux qu'est-ce qui viendra pour l'avenir dans leur entreprise. Ouais. Écoute, Marcel, En gros, c'est ça. j'aime beaucoup ta perspective. J'aime beaucoup la façon que tu... Je dirais que tu as vécu les choses là, mais bon, que tu présentes les choses que tu as vécues. Oh, oui, non, la manière que tu le présentes, ça a l'air que ça a été facile. Ça a l'air que ça a été... ben ça s'est fait et puis tada. Non, pas du Alors tout. qu'en réalité, ben, j'imagine que c'était pas ça en fait. Pas du tout. Ben, c'était Pas du quoi c'est en termes de difficultés vraiment que tu as traversé, tu dirais que c'était quoi les difficultés majeures? Là, on parle de 2014, on est en 2024, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mais déjà, je trouve que c'est incroyable. Parce qu'en 10 ans, de où tu es parti jusqu'à où tu es rendu aujourd'hui, je trouve que c'est des réalisations incroyables. Tout est une question de perspective. Ouais, c'est ça. Tout est une question de perspective. Ouais. Mais c'est en termes de difficultés, c'était quoi vraiment la difficulté? Mais honnêtement, je te dirais que je me suis toujours remis en question. Tu sais, le doute. À chaque fois, tu doutes. Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je devrais faire? Surtout avant que je rentre vraiment dans le domaine de la comptabilité. J'ai beaucoup hésité. Un peu comme j'avais hésité quand je quittais de l'actuariat pour entrer en comptabilité. C'est juste qu'à un moment donné, tu vois que les choses sont en train de s'éclaircir un peu. Mais il y a beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de doutes. Et aussi, c'était assez prenant pour moi. Parce qu'en même temps, j'étais étudiant. En même temps, je travaillais. En même temps, j'avais une famille. J'ai des enfants. Tu sais, c'est beaucoup de choses que tu dois gérer en même temps. Et souvent, dans un contexte où tu n'as pas nécessairement la visibilité sur ce qui va venir dans l'avenir. Donc, il faut avoir beaucoup de confiance. Et tu sais, il faut travailler beaucoup sur soi. Il faut essayer d'être très, très objectif dans ce qu'on fait. Il faut gagner beaucoup, essayer de gagner dans son temps. C'est pas nécessairement dans la vie, c'est pas nécessairement de se dire que je vais finir une chose avant de commencer une autre chose. Des fois, il y a des choses qui peuvent se faire en même temps. Tu sais, avoir les yeux ouverts dans son environnement. Écoute, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Tout ce que tu es en train de raconter. J'espère que ça va vraiment parler, aux gens qui nous écoutent parce que, j'en ai parlé aussi dans les autres épisodes que j'ai fait avec les autres participants, c'est que beaucoup de personnes partent même souvent de leur pays avec je sais pas si je vais appeler ça le rêve, en tête d'être entrepreneur, de créer leur propre entreprise, souvent d'être leur propre patron. Et ils veulent souvent réaliser ça dès qu'ils arrivent. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à apprendre dans le système, à découvrir, à connaître, avant de pouvoir se dire qu'à un moment donné, je vais justement partir. Certainement. Partir mon propre Certainement. compte. Je pense que quand tu arrives dans un environnement qui t'est totalement nouveau, il faut, à un moment donné, tu sais, je dis souvent, il faut descendre de l'arbre. Il faut prendre le temps de comprendre l'environnement dans lequel tu es. C'est juste de savoir, quand on te dit l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, juste savoir ça dans la tête et que ce soit clair pour toi. Ça prend du temps. Il y a des expressions qu'on utilise ici. Si tu veux vendre quelque chose, tu vas vendre aux gens. Il faut que tu parles le langage qu'eux, ils parlent. Et ça prend du temps pour pouvoir construire ça. C'est pas exclu, c'est pas une mauvaise chose de penser que tu vas partir entrepreneur assez rapidement. Mais il faut prendre le temps de construire cette chose-là. Il y a un adage qui dit souvent que il ne faut pas voir les gens manger leur récolte. Ça te pousse à manger ta semence. Wow. Parce que ça peut vraiment arriver. Que les gens sont en train ils ont passé du temps à travailler quelque chose. Aujourd'hui, c'est facile pour toi et pour moi, tu sais, de parler de, tu sais, on peut utiliser les expressions québécoises, on va se comprendre. Mais ça a pris du temps. Pour qu'on arrive là. Il ne faut pas que quelqu'un arrive, du coup, il veut. Ça peut vraiment marcher pour lui aussi. Mais il faut le dire, ça peut vraiment marcher. Mais il faut se dire qu'il faut que j'apprenne ces choses-là
en même temps et assez rapidement. Fait que ça peut être un enjeu, mais il faut le savoir. Je pense que le plus important, c'est de savoir que voici les choses avec lesquelles je devrais m'armer pour pouvoir arriver à ce que j'aspire. C'est clair. C'est une réflexion que je me fais aussi souvent, et même en termes d'entrepreneuriat, en termes de business, c'est que de toutes les façons, tu arrives dans... J'en parle souvent avec les personnes qui font du business en ligne, des business Amazon ou bien de la vente de produits en ligne. Oui. C'est que tu es dans une société où ton plus gros potentiel de marché, c'est des personnes qui vivent ici. Oui. De toutes les façons. Fait que si tu veux pouvoir leur vendre des affaires, il faudra à un moment donné que tu sortes et que tu ailles découvrir comment ils sont réellement. Exact. Si tu penses toujours ton business pour pouvoir vendre à ta communauté en particulier, parce que c'est avec eux que tu communiques le plus facilement, tu pars perdant dès le départ. C'est Parce que en termes c'est mathématique, le potentiel de marché est juste limité dès le départ, en fait. Alors que si tu regardes la société telle qu'elle est et que tu veux vraiment tirer profit de ça, ben, le potentiel de marché est incroyable. Sachant qu'en termes de mentalité, c'est même pas la même chose. Ça, c'est un autre débat. C'est tout un autre débat. Ok, Martial, c'est super. Mais avant qu'on passe à la dernière partie, je voulais maintenant que tu nous présentes précisément ce que tu fais. Parce que là, tu as parlé de ton activité, de ta compagnie que tu as lancé, ton cabinet comptable. Mais je vais te donner l'opportunité justement de dire à tout le monde ce que ton cabinet fait. Et je vais souligner que je suis client de Martial. On dit dans la vie, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est très important d'avoir un excellent comptable, un excellent avocat. Un excellent médecin. Et un banquier. Un banquier. Tu vois que finalement, le réseau, c'est très important. Et je suis content aujourd'hui d'avoir Martial parce que Martial c'est lui qui gère mes affaires. Et je suis très content, très satisfait. Donc, pour tous ceux qui ont des activités ou même à titre personnel, je vais te laisser présenter. C'est mieux. Ce que je dirais pour notre activité, comme je disais tantôt, on avait commencé un bureau comptable avant que j'ai parti. Enfin, j'ai quitté avant de revenir. On s'est remis ensemble. Ouais. On s'est rendu compte que dans notre communauté, les gens essayent beaucoup de vouloir couper les bouts. Couper les bouts. Ouais. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et ça peut te rattraper. Ça peut vraiment te rattraper devant. Donc, nous, en tant que cabinet comptable, ce qu'on fait, c'est que on offre des services d'expertise comptable. C'est-à-dire que pour les entreprises comme toi, on s'assure que tu as une comptabilité qui est à jour tout le temps. Ouais. Ça, c'est de un. Tu as l'obligation de le faire en tant qu'entreprise. Lorsque tu prends en affaires, c'est une obligation pour toi de le faire. Fait qu'on s'assure que ta comptabilité est à jour. Et en plus, on s'assure que sur le plan fiscal, que tu as répondu à tes obligations fiscales. Quand tu as des employés, il faut que tu payes des salaires. Payer les salaires, ça revient avec des retenues à la source qu'il faut reverser au gouvernement. Tu as les taxes que tu prends dans tes activités qu'il faut reverser aussi. Fait qu'on t'accompagne, on accompagne les entreprises dans ce processus-là. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur même, tu peux piocher l'argent dans les caisses de l'entreprise tout le temps, mais ça ne se fait pas. Parce que l'entreprise, c'est une personne, c'est une entité morale qui est différente de ta personne. Donc, il faut pouvoir avoir une bonne visibilité sur qu'est-ce que tu fais avec les biens de l'entreprise. Il faut faire un bon suivi. Il faut faire une belle planification pour s'assurer que toi, tu tires le meilleur profit financier et fiscal de ton entreprise. Donc, des fois, il y a là une problématique de est-ce que je vais me verser un salaire ou bien je vais me verser un dividende en tant que propriétaire d'entreprise. Comme n'importe quel comptable, ce n'est jamais oui ou non, c'est jamais tel ou tel. Ça dépend toujours de la situation. Donc, nous, on accompagne les entrepreneurs, les gens, les propriétaires d'entreprises comme toi, à pouvoir avoir une très belle visibilité sur leur entreprise et aussi planifier l'avenir de l'entreprise. Les entreprises grandissent, elles rencontrent des enjeux. Et souvent, lorsqu'on a des enjeux, tu es tellement très bon dans ce que tu fais que tu n'as pas nécessairement l'autre bout qui va t'aider à pouvoir évoluer dans la croissance de ton entreprise. Donc, nous, on accompagne dans la planification stratégique, on accompagne dans la gestion des risques, dans le démarrage d'entreprise, même on fait des conseils, en démarrage d'entreprise, on fait des conseils en restructuration, restructuration d'entreprise. Aussi, l'autre chose, c'est que dans les services qu'on offre, à un moment donné, on a beaucoup de clients comme ça. Lorsque tu veux passer à un autre niveau, tu commences à avoir des exigences de la banque qui demande qu'elle veut que tes états financiers soient vérifiés ou bien, bref, qu'un comptable puisse signer tes états financiers. Ça, c'est bien. Mais ça demande qu'il y ait quelqu'un qui va pouvoir te donner les bons conseils, qui va pouvoir t'amener, t'accompagner dans ce processus-là. Fait en gros, c'est ça.
Et bien évidemment, on a aussi des clients particuliers, donc des gens qui veulent qu'on les aide dans leur déclaration d'impôt personnel. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait. Fait que c'est ça nos services. Fait qu'on on reste très ouvert si on a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent juste comprendre un peu plus, avoir une discussion, ben on serait très, très ouvert à pouvoir avoir cet échange, de voir comment est-ce qu'on peut les aider à pouvoir mettre de l'ordre dans leurs finances ou bien aider leurs entreprises dans sa croissance. Et ce qu'on va faire, c'est que de toutes les façons, le lien pour pouvoir contacter le cabinet de Martial sera disponible. Donc, vous pourrez prendre contact avec lui ou avec son cabinet directement par rapport à ça. Merci, Martial. Je trouve que je suis content d'être en contact avec toi et en contact avec cette activité-là, avec ce que tu fais. Parce que je trouve la communauté, on a besoin de ce genre de choses, en fait. On a besoin de ça. Généralement, tu ne sais pas forcément ce que tu veux, mais souvent, tu sais ce que tu ne veux pas. Et quand tu vois quelqu'un, ça peut t'aider à définir si ça va plus ou moins dans le sens si c'est aligné, en fait, avec ce qui pourrait matcher avec toi. Là, on va passer à la dernière partie du podcast, qui est une partie, on va dire, un petit peu plus générique. C'est des questions vraiment très... C'est juste pour avoir ton avis, faire de la discussion. Oui ou non, les questions, genre... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression, c'est peut-être une mauvaise lecture, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un gros vent d'anxiété sur la question d'immigration, de manière générale. Et anxiété, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont confrontées à de grosses décisions. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Et quand j'arrive, est-ce que je reste? Est-ce que je rentre? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'était le bon choix? Finalement, pour toi, est-ce que l'immigration canadienne, puisque c'est de ça qu'on parle, est-ce que c'est une bonne chose? Comment tu te positionnes un peu par rapport à ça? C'est sûr que c'est une question qui... Ce serait très, très personnel, la réponse que je donne, mais c'est une réponse qui sera aussi ouverte. Ça dépend vraiment de chacun. Je ne dirais pas que c'est une bonne ou bien c'est une moins bonne chose. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Moi, ça a été une bonne chose pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, je dirais que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour moi. Mais à côté de moi, j'ai des amis qui ne rêvent absolument pas de ça. Fait que ça ne fait pas partie de leur choix. Maintenant, quelqu'un se situe dans une position où il dit, OK, moi, j'ai un emploi dans mon pays et je suis à l'aise avec ça. Il faut vraiment qu'il y ait une chose qui soit assez significative pour toi, pour prendre la décision que je vais partir. Parce que ça peut vraiment ne pas bien marcher. Ça peut ne pas bien marcher. Et il faut éviter d'avoir les regrets dans la vie. Il faut trouver toujours le moyen de pouvoir dire, OK, j'ai pris la décision, je l'assume. C'est une opportunité, le Canada. Il y a beaucoup de possibilités ici. Il faut être très flexible pour pouvoir saisir ces possibilités-là. Mais prendre la décision de partir, c'est une décision qui est très personnelle. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de donner de l'information aux gens. Un peu ce qu'on est en train de faire maintenant. Que les gens, prenant la décision, que ce soit une décision qui soit éclairée. Mais la décision de partir, c'est une décision, selon moi, qui est très personnelle. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très personnel. Le problème, c'est que souvent, je fais du coaching avec certains candidats. Souvent, c'est des immigrants qui sont déjà arrivés. Ils sont déjà installés dans la résidence permanente. Et on travaille ensemble pour essayer de leur construire un cheminement, regarder les options de ce qui est possible dans le système du point de vue professionnel ou éducatif. Je te dirais que 90% des personnes, en réalité, me disent, écoute, dis-moi quelque chose qui est bien, je vais faire. À chaque fois, c'est le même discours. C'est, je suis rendu à un âge où sincèrement, je n'ai plus trop le choix. Je veux pas... C'est un luxe, le fait de trier, de réfléchir à ce que j'aime ou à ce que ça pourrait donner. Pour moi, c'est un luxe. Là, je passe, le temps passe, on a des responsabilités. Choisis un truc qui est bien. Et puis, dis-moi, je vais aller faire. Je suis presque certain que ces personnes-là, lorsqu'ils quittaient, c'était pas ça leur discours. Ils avaient quelque chose en tête. Ils avaient un plan en tête. C'est juste parce que ce qu'on avait en tête ne se réalise pas toujours comme on l'avait prévu. Il y a du découragement. Soit tu te décourages. De toute façon, tu es déjà là. Et comme je disais tantôt, on avance ou on avance. Donc, quand tu es là maintenant, c'est de dire, OK, il faut que je trouve les moyens de me réadapter, de tirer profit de mon expérience ici.
Donc, pour toutes ces personnes, je dirais, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer de parler avec des gens, mais il faut être capable d'assumer ses décisions. Ouais. Parce que si c'est toi, tête, qui dit, OK, mais moi, je vois que c'est ça qui est bon. Le monde est tellement changeant. C'est tellement changeant que ça peut être bon aujourd'hui. Dans 2 ans, c'est plus bon. C'est plus bon. Exactement. Si la personne n'était pas suffisamment consciente de la décision qu'il était en train de prendre et il était confortable avec la décision, ben, il pourra le remettre sur toi, que tu aurais dû voir. Tu aurais dû voir, mais tu n'as pas la boule de cristal. Ce qui est bon aujourd'hui peut ne pas être bon demain. Exactement. C'est pour ça que beaucoup de personnes, il y a tellement de personnes, c'est comme un courant de pensée. C'est quand quelqu'un qui arrive, on dit non, on va faire les soins infirmiers. Okay. Ça revient tellement, on va faire les soins infirmiers. On va faire les soins infirmiers parce que ça te paye, parce que ça donne de l'argent. Ouais. Mais moi, je ne prends pas de décision pour les gens, je prends des décisions pour personne. Chacun doit prendre ses décisions, chacun doit assumer ses décisions. Exactement. Mais comme tu dis, je pense que la plus grande compétence que quelqu'un devrait avoir aujourd'hui, c'est la capacité d'adaptation. Exact. Il y a plein de personnes qui ont fait des parcours super intéressants dans un domaine, qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui ont dû se réadapter. Exactement. Dans le même domaine, quelqu'un d'autre a trouvé un emploi et qui a fait une superbe carrière, qui n'a jamais eu de difficulté. Exactement. Donc, pour moi, c'est super important c'est ça, il faut être capable de s'adapter. C'est pour ça qu'il faut comprendre un petit peu. C'est un peu cette approche-là que je vais travailler beaucoup avec les gens. C'est comprendre, c'est le processus de pensée. C'est de définir un processus de pensée qui est adapté au système et de pouvoir naviguer dedans. C'est ça le plus important. La base, c'est la recherche d'informations. C'est le réseautage, comme tu dirais. Comme tu parlais tantôt, c'est le mentorat. Donc, moi-même, je vais payer pour du mentorat. Je vais rencontrer des gens qui sont arrivés qui ont pris des trajectoires qui m'intéressent. Je vais payer pour des consultations avec ces personnes-là parce que je veux comprendre comment ça se fait. Et je dirais que c'est peut-être pas très culturel chez nous, mais il faudrait quand même à un moment donné ce soit naturel. Il faudrait que les gens aillent collecter de l'information pertinente. Il y a de l'information gratuite. Faites des recherches, approfondissez, cumulez le maximum d'informations possibles et prenez une décision. Certainement. Et aussi, ce que j'ajouterais dessus, c'est que il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. C'est très bien. Dans la communauté aujourd'hui, je pense qu'on a quand même pas mal de gens qui ont des très, très beaux parcours. Oui. Je pense que les auditeurs, ils en auront beaucoup dans tes podcasts. Mais des fois, il faut sortir même de cette communauté-là. Il faut aller chercher aussi ailleurs. Tu sais, voir la perception de l'autre côté. Ça va aider. Ça aide beaucoup. Effectivement. C'est intéressant. C'est bien, Marcel. J'aimerais que tu me dises maintenant, bon, c'est sûr que tu as commencé à donner quelques avis par rapport à ça, sur la question de l'entrepreneuriat ou du fait d'être salarié, d'être employé dans une entreprise. Mais parlons précisément du contexte du Canada. Quel est ton avis sur la question de la richesse basée sur l'entrepreneuriat ou le fait d'être employé? Est-ce qu'il y a une direction pour bâtir la richesse entre l'un ou l'autre? Comment ça se fait? Ça, c'est une grosse question. Moi, je dirais déjà en partant que je ne suis pas un gros entrepreneur depuis. Ça ne fait pas très longtemps que je suis en plein dans l'entrepreneuriat. Ce que je dirais juste, c'est que, et c'est même dans la vie de façon générale, il faut faire les choses dans lesquelles on est confortable. C'est-à-dire qu'il faut choisir quelque chose qu'on est capable de pouvoir supporter. Parce que ça, c'est bon et ça, c'est moins bon coup. En tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup d'enjeux. Les enjeux dans le sens que tu dois développer une clientèle que tu dois suivre, tu dois t'assurer de la satisfaction de ces gens-là. Quand ça monte, tu as des employés que tu dois gérer, tu dois t'assurer qu'ils ont une paye, qu'ils sont satisfaits, tu dois t'assurer que tu les gardes. Tu sais, c'est beaucoup d'enjeux versus quand on est employé. Quand on est employé, tu as ton 9 à 5, tu fais ton emploi. Après le travail, dépendamment de où tu travailles, tu es moins stressé que quand tu es entrepreneur. Par contre, ce que je dirais, c'est que lorsque tu es un employé, tu as moins de capacité de pouvoir exploser ton salaire. Ça ne dépend pas trop de toi. Si tu gagnes un salaire, mettons, de 70 000, tu ne peux pas dire, l'année prochaine, je vais faire des efforts pour gagner 100 000. La façon de faire les efforts, c'est de changer d'emploi. Alors, quand tu es entrepreneur, tu peux le faire. Tu peux dire, OK, mon entreprise, cette année, j'ai fait un bénéfice de 70 000 avec des ventes de 250 000. L'année prochaine, voici les stratégies que je vais mettre en place pour aller chercher 400 000 de chiffre d'affaires et 120 000 de profit. Juste ça fait la différence. Je comprends. Et donc, en termes de richesse, tu as plus de flexibilité, plus de possibilités lorsque tu es un entrepreneur versus quand tu es un employé. L'autre chose qui est peut-être un peu plus sur le plan de planification, de fiscalité, c'est que tu as une très
grande flexibilité dans la planification de tes finances lorsque tu es un entrepreneur versus lorsque tu es un employé. Je prends un exemple. Ouais. En tant qu'entrepreneur, tu peux dire, cette année, je vais me verser juste 30 000 de salaire. Ok. Parce pour X raisons, tu as tes raisons. Oui. Tu le fais, je me prends 30 000 de salaire. L'année prochaine, tu dis, je suis capable de me verser 100 000 de salaire. L'année prochaine, tu te verses 100 000 de salaire. Un employé ne peut pas, il n'a pas cette flexibilité-là. Ok. Il ne peut pas le faire. Fait que tu es capable de pouvoir, dépendamment des objectifs que tu as, de choisir comment est-ce que tu vas jouer avec l'argent que ton activité te génère. Ce qu'un employé ne peut pas faire. Fait qu'en tant qu'employé, on est beaucoup plus d'un cadre qu'on doit évoluer dans ce cadre-là. Versus qu'on est un entrepreneur, on a des possibilités de pouvoir trouver Jongler. des moyens. Mais pas nécessairement jongler. Pas nécessairement jongler, mais on peut s'organiser. On peut mieux s'organiser que on a plus de possibilités que lorsqu'on est employé. Ok. Fait que c'est c'est très intéressant à savoir parce que ben c'est le genre de choses que Martial peut justement vous aider à faire. Mais oui, on le fait au quotidien pour nos clients. On rencontre beaucoup de clients qui arrivent, ils disent, OK, il confond l'entreprise à sa personne. Fait que lorsque l'argent rentre dans l'entreprise, il dépense. Et à la fin, il se retrouve, ah oui, c'est l'argent de l'entreprise, c'est pas mon argent. Il y a des contraintes, il y a des lois qui te bloquent de ne pas faire certaines choses. Et donc, si tu ne sais pas, ben, tu vas te retrouver que il faut que tu rembourses l'argent d'un délai qui est très, très serré et tu n'as pas cet argent. Là, c'est le stress qui commence. Lorsque c'est bien planifié, on peut le faire ensemble. Stratégiquement. On le fait stratégiquement. Ouais. On t'aide à aller pouvoir réaliser ces choses-là en gardant l'équilibre et en étant conforme sur le plan fiscal. Super. J'ai une autre question pour toi. Je pense qu'il m'en reste 2. Okay. Et après, c'est terminé. L'autre question que j'avais pour toi, c'était sur le plan de la famille. Comment ça se fait pour naviguer vraiment dans toute cette grosse question? Parce que c'est déjà pas très simple. Quand je vois juste tout ce que tu m'as raconté qui s'est passé dans les 10 dernières années, mais déjà, en tant que personne individuelle, ce n'est pas des épreuves, des étapes qui sont faciles à vivre. Comment tu fais pour combiner ça avec une vie de famille? Ben, je pense que, comme je le disais, c'est des gros enjeux. C'est sûr que c'est des gros enjeux. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. La plupart des gens, quand ils quittent, ils disent « je le fais pour ma famille. Je le fais pour mes enfants. Une fois arrivé ici, tu tombes dans un tourbillon d'enjeux qui fait que tu peux oublier l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé que tu vas quitter cette famille-là. Donc, il faut vraiment, vraiment toujours trouver le temps. Trouver le temps dans toutes ces occupations-là d'être à côté de sa famille, de prendre le temps pour être avec ses enfants. Sinon, ben, ils vont s'occuper avec d'autres choses. Et donc, ça prend une très, 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 très grande coordination dans la famille. C'est l'occasion pour moi aussi de dire un gros merci à ma conjointe, à ma femme, qui a été avec moi durant tout ce temps-là. Et qu'on a toujours trouvé le temps de pouvoir gérer ces contraintes-là ensemble. Et c'est une coordination qui doit vraiment se faire ensemble. Parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Tu as des enfants que tu vas déposer peut-être à la garderie le matin, tu vas prendre le soir, tu termines tôt le travail ou bien tu termines tard le travail. Si ce n'est pas très bien coordonné, ça ne marche pas. Si tu n'as pas un emploi qui te permet de pouvoir être là à 17h, 17h30, ce serait compliqué si tu as les enfants. Bref, c'est de pouvoir trouver le temps de gérer ces choses-là. Et donc, dans ces années-là, je dirais que je ne dormais pas beaucoup. Je ne dormais pas beaucoup. Fait que les temps, moi, que j'avais, pendant que je suis au volant, j'écoute les choses qui me permettent de travailler ce que je suis en train de travailler à ce moment-là. J'écoute beaucoup de vidéos de motivation parce que ça me maintient, très, très actif. Et aussi, entre mes pauses au travail, c'est à ce moment-là que je lisais mes cours. Quand j'arrive à l'école, je n'ai pas le temps après l'école pour étudier. Fait que c'est quand je suis à l'école, je ne sors pas de la classe avec des questions. Fait que si j'ai des questions, je les pose pendant que je suis à l'école. Ça, c'était ma stratégie. On dirait que tu as fait de l'optimisation. Tu as pris ta vie comme un business case et tu as fait de l'optimisation stratégique. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Et comme je disais, tu ne peux pas nécessairement dire qu'il faut que je finisse une chose avant de faire une autre chose. Il y a des choses qui vont ensemble.
ton enfant ne va pas attendre que, OK, tu vas finir tes études avant de commencer à dire qu'il faut que tu joues avec lui. Il ne va pas l'attendre. Il faut que tu trouves le moyen de le faire en même temps. Ouais. Il faut que tu réussisses à l'école. Il faut que tu réussisses à l'école. Il faut qu'au travail, tu atteignes tes objectifs. Exactement. Quand tu es quelque part, tu donnes ton 100%, tu restes concentré dans ce que tu as fait. Tu donnes vraiment le 100% de ce que tu as donné. Ouais. Dès que tu quittes de là, tu te débranches de là, tu es ailleurs. Ok, c'est super. On a plusieurs auditeurs qu'on a reçus ici, justement, qui ont fait mention de leur conjointe ou de leur conjoint. Ouais. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, mais c'est bien d'être à plusieurs, en fait. C'est bien d'être à plusieurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ça fait une grosse différence dans le cheminement de chacun, autant pour l'un que pour l'autre. Certainement. Et définitivement, là, je pense qu'on va remercier ensemble ta conjointe. J'espère qu'elle va l'écouter. Pour tout ce qu'elle a fait et qu'elle continue de faire aussi. Certainement. Marcel, la dernière question aujourd'hui pour terminer, c'est que je voudrais que tu nous parles de 2 personnes. Tu n'es pas obligé de les mentionner. Tu peux si tu souhaites, mais que de 2 personnes qui t'ont inspiré. Vraiment, ça peut, à tout point de vue. Ça peut être un passant dans la rue qui t'a dit un truc. Mais c'est ça qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont porté. Donc, tu es. Ouais. Pour moi, je dirais que c'est... Je n'ai pas nécessairement 2 personnes que je te dirais que voici les gens qui m'ont marqué. Ou bien je vais peut-être te surprendre. La première personne, c'est moi-même. Wow. Je suis le genre de personne qui fonce. C'est-à-dire, j'essaye. Par contre, à côté de ça, sans avoir une personne que je dis que non, voici la personne à qui je vais ressembler, j'essaye vraiment de prendre les avis des gens. Quand je prends une décision qui est importante, j'essaye d'avoir les avis des personnes de confiance. C'est-à-dire, j'ai quelques personnes autour de moi qui connaissent ma situation et que je sais que si je vais voir ces personnes-là, je leur dis, OK, je suis en train de vouloir prendre telle décision. Comment est-ce que tu le vois? J'aurai des avis qui sont des avis que je pourrais vraiment considérer. Une personne, une d'elles que je vais vouloir mentionner, avec qui j'ai commencé à rentrer en contact quand j'étais encore au Cameroun, on ne se connaissait pas, on s'est connus par personne interposée. Ouais. Et aujourd'hui, on est vraiment des très grands amis. Franklin Vella, il a une entreprise Falcon Remit qui fait les transferts d'argent en Afrique, qui a un excellent service en passant. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ce processus-là. Quand je parlais d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, quand tu arrives dans un environnement comme celui-ci, tu ne connais pas nécessairement c'est quoi les domaines, qu'est-ce qui va marcher. Lui, il a été ici avant et lui, il avait été aussi de ce genre de personnes qui cherchent un peu de partout. Donc, quand tu lui parles de la médecine, il te dit, regarde ça, dans la médecine, il y a ça. Quand tu lui parles de, non, je veux faire ingénierie, il dit, ouais, mais dans l'ingénierie, pense à ça. Tu dis, mais pourquoi je fais pas soin infirmier? Il dit, est-ce que tu as regardé ça? Ça, là, c'est vraiment important. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un de confiance qui connaît ta situation déjà, et qui peut te donner des informations. Il te donne des devoirs. Tu dis, mais regarde ça, tu vas aller faire tes devoirs. Ça te permet de creuser et qui t'appelle ensuite pour te demander, est-ce que tu avais regardé telle chose? Qu'est-ce que tu avais vu? Est-ce que tu as pris une décision? Est-ce que tu veux prendre? Est-ce que tu vas... ça te fait qu'en permanemment, tu es en train de travailler. Fait que je tiens un chapeau à Frank. On lui tire un chapeau. Ouais, qui a été là. Et peut-être à côté de ça, je parlerai de ma mère aussi. Ma mère, c'est quelqu'un que j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère quand j'étais petit. Et elle me le disait beaucoup, que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, quand c'était difficile ici, peut-être une parenthèse, à un moment donné, j'ai pratiquement frôlé la dépression. La période où j'étais en actuariat et tout rien ne marchait, j'ai pratiquement frôlé la dépression. Et ma mère était toujours là pour m'encourager, me motiver. Que non, je sais que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Continue, vas-y, ça va aller, il faut croire. Continue tes efforts, Dieu va te bénir. Et tu sais que c'est aussi un gros coup de chapeau. Et un gros merci que je ferai. On n'a pas toujours nécessairement le temps de leur dire merci. Mais je le dis vraiment. Et à côté de ça maintenant aussi, c'est qu'il faut prier. Il faut prier parce que
il y a des choses qui sont une grâce dans la vie. On peut faire beaucoup d'efforts et on n'a pas nécessairement les résultats. Ouais. Ça arrive. Fait à côté de tous les efforts qu'on fait, il faut se dire aussi que des fois, il faut prier. Il faut confier ses projets, confier sa vie à Dieu. Waouh. Waouh. Il n'y a pas de meilleure façon de terminer ce podcast que de cette manière, si qu'on vient de terminer. Je vais dire un gros merci à Martial, vraiment. Merci infiniment parce que je trouve que tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, c'est de la matière, ça vaut, ça n'a pas de valeur qu'on peut estimer. Mais j'espère vraiment que tous ceux qui ont écouté ou bien qui vont l'écouter par la suite, mais que ça va vous ouvrir, que ça va vous apporter un déclic. Et c'est bien ça le but, c'est impact. Je souhaite que ça vous apporte, que ça ait un impact sur vous, un impact positif. On veut de l'impact positif, que ça ait de l'impact sur les gens autour de vous. Merci à tout le monde.